Après 16 ans d'exercice ininterrompu à la tête de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Masango Moulongo a été remplacé par Deogracias Mutombo Mwananyembo. Bataille de fauves, l'évêque Mukuna contre Onésime Kassongo au tripet de Ngaliema. L'affaire a été remise à plus tard. Antenne A, le journal Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a nommé Deogracias Mutombo Mwananyembo comme gouverneur à la Banque centrale du Congo. L'annonce a été faite ce mardi 14 mai 2013 à la télévision nationale. L'ancien directeur des opérations bancaires et marchés à la BCC remplace à ce poste Jean-Claude Masango. Mamitambou, commentaire. La Banque centrale du Congo a un nouveau gouverneur. Il s'agit d'un de ses directeurs, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Il remplace Jean-Claude Masango Moulongo en poste depuis août 1997, soit 15 ans et 9 mois. Le gouverneur sortant de la BCC est le père du franc congolais, fruit d'une réforme monétaire faite dans des conditions difficiles. Cette opération a permis la réunification monétaire de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Masango a assaini le système bancaire. Une douzaine de banques ont été liquidées. En 2005, on a compté 6 banques contre une vingtaine aujourd'hui. En 1997, on dénombrait moins de 50 000 comptes pour plus de 3 millions aujourd'hui. L'Institut d'émission sous la houlette de Masango Moulongo a connu une série de réformes pour sa modernisation qui devrait continuer après son départ. Sa chanson fétiche, chant patriotique du franc congolais, une monnaie unique pour un peuple uni, n'a pris aucune ride. Parlons toujours du président de la République qui a créé hier lundi 13 mai 2013 par ordonnance présidentielle le mécanisme national de suivi qui sera d'ailleurs présidé par lui-même. Ce mécanisme est composé de 3 comités avec objectif la mise en œuvre des engagements pris le 24 février dernier à Addis Abeba concernant l'accord cadre. Sa présentation avec Diomersine Mabiala. Le suivi placé sous l'autorité du chef de l'État a pour but de mettre en œuvre les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l'accord signé à Addis Abeba. Il est composé de 3 comités, pilotage, exécutif et consultatif pour une durée d'1 an. Le comité de pilotage sera présidé par le président de la République. Le Premier ministre en est le vice-président. Les autres membres de ce comité sont le ministre des Affaires étrangères, qui en est le rapporteur, les ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la Justice, du Budget et des Finances et un coordonnateur. Le comité exécutif, lui, aura pour tâche d'élaborer un plan de mise en œuvre des engagements souscrits et d'y veiller. Le conseil consultatif, par contre, a le devoir d'organiser le dialogue avec les forces vives de la République, car il est constitué des personnalités indépendantes, des représentants de la classe politique et de la société civile. Il ne serait pas non plus étonnant que le conseil consultatif s'est mis en commission préparatoire des concertations, faisant d'une pierre 2 coups. Parlons cette fois-ci du chef du gouvernement. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu la délégation des ambassadeurs de l'Union africaine en visite en République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont discuté de la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo ce mardi 14 mai 2013. Jean-Louis Mersuekama pour le point. Les ambassadeurs de l'Union africaine chez le Premier ministre Matata Ponyo ce mardi 14 mai 2013. Cette délégation a été conduite par l'ambassadeur de l'Angola, Arcanjo Nascimento. Il est le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mai 2013. Oui, on a parlé surtout sur la situation au Congo, à la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a discuté la possibilité de faire progresser le processus de paix. C'est surtout sur ces
parce que le Conseil de paix et de sécurité va se pencher sur la situation au Congo, se penche sur la situation au Congo depuis longtemps. Et donc, il faut savoir plus sur la situation, comment est-ce que ça marche ici. C'est pour cela qu'on est venu ici. Le Premier ministre a prêté une oreille attentive à la communication des diplomates africains. Opération bancarisation pour ce mois de mai 2013, le gouvernement congolais envisage payer plus de 240 000 fonctionnaires de l'État, plus particulièrement les enseignants. Et Michel Osembe, président de l'Association congolaise des banques, est au micro de Eric Izami dans ce journal. A priori, un pari difficile à gagner, mais comme défi, le gouvernement Matata tient à le relever. Payer rien que pour le mois de mai, dans les territoires et localités, dans l'arrière-pays, un peu plus de 240 000 fonctionnaires de l'État en RDC, essentiellement les enseignants. Jusqu'ici, comme l'a souligné le président de l'Association congolaise de banque ACB, les structures bancaires ont réussi à bancariser à travers les territoires déjà à peu près 500 000 fonctionnaires. Selon Michel Losembe, le pouvoir exécutif leur a demandé d'augmenter de 50% ces chiffres, avec la particularité qu'ils sont situés dans des localités en dehors de grands centres urbains. Cette fois-ci, ce sont les enseignants essentiellement qu'il faut payer dans toutes les 11 provinces de la RDC et dans les villes secondaires. L'ACB reconnaît que ceci va exiger un gros travail logistique et une très grande préparation, mais elle promet de tenir bon et surtout de réaliser cette exigence dans le délai. Aussi faut-il savoir que les banques vont d'abord fonctionner là où elles ont des succursales. Au total, 3 étapes pour cette paye. Utiliser les guichets existants. Partout où il y a couverture des réseaux GSM, là où chacun de 3 partenaires, M-Pesa pour Vodacom, Airtel Money et Tigo Cash opèrent, les utiliser où les banques ne peuvent pas aller. Au-delà, les banques seront obligées de procéder à la paye manuelle, soit travailler avec les partenaires comme Caritas, qui sont installés dans les endroits où il n'y a ni banque ni téléphone. Une délégation de hauts cadres d'institutions de formation professionnelle de la Tunisie séjourne à Kinshasa du 12 au 15 mai 2013. Les membres de cette mission tunisienne ont échangé ce mardi 14 mai 2013 avec l'AFEC à son siège à la Gombe. Jean-Louis Miaswekama sur les belles images de Mathieu Ngadi-Pouvi. Pas de développement sans formation. La Tunisie l'a bien compris. La délégation de haut niveau des responsables des différentes instances de formation et d'ingénierie d'information dans tous les domaines a rencontré les responsables de l'AFEC. L'ambassadeur de Tunisie en RDC, Taoufik Nana. Cette délégation, il faut reconnaître, s'inscrit dans le cadre de la priorité qu'on donne, nous en Tunisie, au développement du partenariat Sud-Sud avec l'ensemble des pays de la partie sud et surtout africains. Et le cas, en l'occurrence aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les réformes profondes entamées par le gouvernement congolais à tous les niveaux et notamment dans le secteur économique. Et cette délégation arrive aujourd'hui au Congo afin de voir avec nos frères congolais quelles sont les possibilités de participer et d'accompagner nos frères et responsables congolais dans l'exécution et la réussite de ces réformes. Développer la formation professionnelle, les secteurs de tourisme et de l'agriculture et surtout une coopération sud-sud entre la RDC et la Tunisie sont les soucis majeurs du président national des petites et moyennes entreprises de l'AFEC, Dieudonné Kassembo. Mais très bonne, parce qu'en fait la formation c'est le développement de tout pays qui tient à croître, parce que vous savez qu'il ne faudrait pas qu'on oriente plus le développement d'un pays rien que pour des gens qui font l'université. La formation technique, c'est ça le développement dont nous avons besoin. Qui crée en fait la classe moyenne. Qui crée la classe moyenne. Cette délégation tunisienne continuera ses visites et rencontrera le mercredi 15 mai 2013 les responsables de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Changeons de chapitre, le département de la démographie, qui est l'une des branches du département de la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa, malgré les efforts déployés pour son évolution, ce département connaît une baisse en termes d'étudiants. Nos reporters ont fait une descente sur le terrain pour s'enquérir du fonctionnement de ce département. Popol Ziakwao.
Créé en octobre 1973, 20 ans après l'inauguration de l'université de Kinshasa ex-Louvanium, à l'aval de la reconnaissance de l'importance de la variable de la population dans la planification générale de développement socio-économique, le département de la démographie a connu le jour. Avec un effectif de 60 étudiants pour l'ensemble du département, 20 sont en terminale. À ce jour, une valeur ajoutée de 800 ressortissants sont actifs depuis sa création. Nous sommes en termes d'effectifs un petit département, nous n'attirons pas, peut-être parce que les études de démographie commencent en licence. Les études ne commencent pas comme dans d'autres facultés depuis les premiers graduats où vous avez des gros effectifs. Donc il se fait qu'au moment où les étudiants quittent, les élèves quittent l'école primaire pour basculer dans le monde ou dans le système, dans l'enseignement supérieur et universitaire, la démographie fait absent de la litanie des choix qu'on propose aux étudiants. Donc la démographie n'est pas là. Du coup, comme ceux qui sont dans d'autres licences viennent des premiers graduats, nous subissons ces choix-là. L'État doit davantage s'impliquer à l'avancée de la science. Il faut que le gouvernement essaie d'appliquer la diplomatie qui est à l'heure, c'est-à-dire la diplomatie liquide. L'appel est lancé aux finalistes du secondaire de venir découvrir les départements de la démographie pour qu'ils ne se meurent pas. Vous avez bien sûr reconnu la voix de Nadia Koulin-Fouka dans ce commentaire. Parlant santé, dans ce journal, à chaque journée sa célébration. Le 14 mai a été déclarée journée mondiale de l'hypertension artérielle, déclarée par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Pour quel objectif et pour quel but? Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires, nous en parle dans ce papier. On parle de l'hypertension artérielle lorsque la vitesse sanguine contre les parois de vaisseau sanguin est trop élevée. Un adulte sur 3 dans le monde est hypertendu et la proportion augmente avec l'âge. Elle est de 10% entre 20 et 39 ans et de 50% à partir de 50 ans. La prévalence la plus forte chez l'adulte est observée dans certains pays africains à faible revenu où elle dépasse souvent 40% selon les estimations. Parmi ces malades qui s'ignorent, certaines catégories de personnes sont particulièrement à risque. Parmi les 35-55 ans, 42% ne connaissent pas leur chiffre de tension. Par ailleurs, l'hypertension non traitée est plus fréquente chez les hommes. Ainsi, cette affection est une des rares pathologies cardiovasculaires pour laquelle les hommes de moins de 55 ans sont clairement bien pris en charge que les femmes. Parmi les complications, on cite l'infarctus, attaque cérébrale. L'hypertension artérielle peut endommager les organes vitaux comme le cœur, le cerveau et les reins. On peut réduire le risque de cette pathologie en évitant l'usage nocif de l'alcool, en exerçant une activité physique régulière, en observant un poids équilibré et en évitant de consommer du tabac. Une affaire de tous et tous devraient la maîtriser. Comment prélève-t-on la tension artérielle? Eh bien, le docteur Esther Nawej, médecin directeur du centre hospitalier de la GECAMI, nous répond dans ce reportage de Patricia Molengo Mbolekuni, Sylvain Kapombo-Bosengele sur les images de Blaise Londa. C'est à l'aide d'un tensiomètre que l'on peut connaître sa tension artérielle. Pour y parvenir, il faut procéder à des étapes ci-après. D'abord, le malade, dès qu'il arrive au centre de santé, il doit se reposer pendant 10 minutes avant qu'on ne prélève sa tension. La tension est prélevée le plus souvent au niveau du bras gauche. On l'introduit au niveau de la main jusqu'au niveau du coude. Jusqu'au niveau du coude là, et on met un stéthoscope qui nous permet d'écouter les battements. Alors on gonfle le brassard jusqu'au niveau de 20. Le chiffre qui apparaît sur le tensiomètre permet à l'infirmier ou au médecin de suivre le battement de veine. 10 points quelque chose, c'est-à-dire que la maxima est la systolique est à 10, la minima, donc la diastolique est à 9. La bonne tension avec une tension qui est en deçà de 14,9, c'est ça même la bonne tension. Mais quand ça commence à dépasser 14,9, donc égal ou au-delà de 14,9, là c'est déjà un problème. Il est donc conseillé à toute personne en âge d'activité de connaître sa tension artérielle chaque semaine au moins une fois et pour les hypertendus de le faire tout le jour pour éviter le pire.
Les Immaculés de TP Mazembe ont été battus par un score de 2-3 par les Salésiens de Don Bosco de Lubumbashi au stade des Martyrs de la Pentecôte ce mardi 14 mai 2013. 1997-2013, 16 ans jour pour jour, exactement depuis que feu Mosè Laurent Désiré Kabila et les soldats de l'AFDEL avaient fait une entrée triomphale à Kinshasa après avoir arraché quelques provinces de la République démocratique du Congo. À 3 jours du 17 mai, eh bien Patrick Borel-Mukendi nous rafraîchit la mémoire en nous rappelant les faits. Je disais 1997-2013, 16 ans depuis que feu Mosè Laurent Désiré Kabila et les soldats de l'AFDEL avaient fait une entrée triomphale à Kinshasa après avoir arraché quelques provinces phares de la RDC. À 3 jours de cette date du 17 mai, eh bien Patrick Borel-Mukendi nous rappelle les faits. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, accueillera l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association. Et parmi les sportifs, Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, a donné son point de vue par rapport aux assises de Kindu. Papi Katassi, Patricia Lentouri sur les images de Rigo Molopo. Le 24 mai prochain à Kindu, dans les Maniema, les membres de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association auront la lourde tâche de désigner les prochains présidents de l'institution fêtière du football en RDC. Moïse Katumbi Chapwe, président sponsor de TP Mazembe, argumente son choix porté à la personne de Constant Omari. Si on regarde le bilan de tous les présidents qui sont passés à la tête de la fédération, dites-moi pendant le mandat de quel président la seule équipe africaine qui est allée en finale de la Coupe du Monde, c'est pendant le mandat de Moïse Katumbi. Je crois que c'est pendant le mandat du président Omari. Si vous regardez les gens qui combattent Omari, il y a parmi des anciens joueurs qui touchaient des millions d'euros, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait pour le football congolais quand ils avaient de l'argent. Le carnet d'adresse que Omari a aujourd'hui, qui bénéficie? C'est nous les Congolais. Le chairman va plus loin en s'invitant à la fête de Kindu. Moi, je crois, je vais appuyer Omari. Et je l'ai toujours appuyé, donc je ne peux pas le combattre parce que quand je marchais contre Omari, j'étais le seul à marcher contre Omari. Et par après, j'ai compris que j'étais induit en erreur. Par cet appui au plus haut degré, Constant Omari garde toutes ses chances de rempiler. De nouveau à la tête de la FECOFA pour un mandat de 4 ans. La République du Congo a organisé du 26 au 29 avril 2013 un forum national sur le développement durable. Ce concept a une toute autre connotation de l'autre côté du fleuve Congo. James Katambwa pour des précisions. Je disais que la République du Congo a organisé du 26 au 29 avril dernier un forum national sur le développement durable. Ce concept a une toute autre connotation de l'autre côté du fleuve. James Katambwa pour les détails dans ce journal. Voilà, la technique a quelques caprices. Donc à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce mardi 14 mai 2013 dans la capitale, nous vous proposons une revue de presse. Sélection est commentée par Mami Tambou. Pas des religieux sans l'autorisation de l'Église catholique au poste de président de la CENI, c'est l'essentiel des titres de journaux parus ce mardi 14 mai. La Prospérité écrit que l'Église catholique n'a pas présenté un ecclésiastique pour être membre de la Commission électorale nationale indépendante. Celui qui s'y engagera ira manifestement à l'encontre des dispositions 287, 672 et 739 du droit canonique qui interdit aux ecclésiastiques de participer activement aux partis politiques et activités politiques et de la position commune des évêques de la SENCO. Déclaration
Déclaration faite hier par l'abbé Félicien Mwanama, secrétaire général adjoint de la SENCO. Il poursuit que cette interdiction concerne tous les prêtres religieux et religieuses. Le phare cite clairement l'abbé Apollinaire Malumalou dont la neutralité serait douteuse. Le confrère rappelle que ce qui trouble 2 millions de Congolaises et Congolais pour le moment, c'est l'image que leur envoyait l'abbé Malumalou à l'époque où il dirigeait la CEI, à savoir celle d'un ministre de Dieu à la neutralité douteuse. À l'époque déjà, l'on s'était plaint du manque de transparence des opérations préélectorales et surtout post-électorales avec les tripatouillages de résultats grâce à la magie d'une compilation à plusieurs vitesses. Le journal de l'avenue Lukusa recommande à ses serviteurs de Dieu de faire sienne la déclaration mise en garde de la SENCO repris dans cette caricature. Toutefois, précise Forum des As, le deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO a indiqué que les évêques ne s'opposeront pas à la candidature d'un laïc catholique, c'est-à-dire que ces structures de l'Église catholique voudraient que ces laïcs puissent jouer leur rôle et est prête à en déléguer 1, 2 ou 3 selon les dispositions de la loi. Le guide parle plutôt de la véritable guéguerre entre l'Église catholique et les autres confessions religieuses. Un délégué de confession religieuse cité par le journal regrette que la SENCO, qui rappelle aujourd'hui que des ecclésiastiques ne peuvent se mêler de la chose publique, ne s'est cependant jamais exprimé sur le fait que depuis 4 mois, le même abbé Apollinaire Malumalou, présent au pourparlers de Kampala, participe aux négociations avec le M23 avec de politiques. La référence plus évoque plutôt un autre sujet à sa une. Croissance à 2 chiffres en 2014, Matata Ponyo mise sur l'agriculture. Daniel Moukoko Samba a révélé hier à la réunion de la Troïka que le FMI confirme la validité de projections de croissance de 8,2% à 8,3% en 2013 en République démocratique du Congo. C'est sur base des études concrètes et confirmées par des experts du FMI que le gouvernement entend booster l'agriculture en 2014. L'observateur ajoute que la réunion de la Troïka spéciale a également examiné le cas de la production importante du riz à Kimpese au Bas-Congo, à Bumba dans la province de l'Équateur. Malheureusement, il a été déploré que pour certains Congolais, le riz est un produit qui doit nécessairement venir de l'étranger. Enfin, les finances s'épanchent à l'élection prochaine du gouverneur de l'Équateur et estime que jusqu'à présent, aucun parmi les candidats n'a un programme préconçu pour sortir la province de son sous-développement multiforme. C'est tout pour ce soir. Revenons sur le forum national de l'autre côté de la rive du Congo. La République du Congo a organisé du 26 au 29 avril dernier le forum national sur le développement durable. Ce concept a une toute autre connotation de l'autre côté du fleuve Congo. Des précisions avec James Katambwa. A été une vraie démonstration des forces de la République du Congo qui ne lésine pas sur le moyen en ce qui concerne le développement durable. Plusieurs services œuvrent dans ces secteurs et l'on s'en rend compte en visitant les stands de la foire qui accompagnent ce forum. On en a sélectionné 3 à titre illustratif. Le service national de reboisement SNR a pour cheval de bataille faire comprendre que le reboisement doit être fait par l'homme. Parce que cette ressource, on l'utilise. Mais en l'utilisant, il faut qu'elle se refasse. Les besoins, enfin disons, le niveau d'extraction, le niveau, enfin disons, de coupe que nous avons dans nos pays dépasse en loin la régénération enfin naturelle. Donc il faut que l'homme qui coupe, l'homme aussi doit reboiser. Le PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, a pour défi mettre 1 million d'hectares de plantations à multi-usages. Une manière de lutter contre la déforestation. Les plantations que le PRONAR compte mettre en place seront mises en place plutôt par les partenaires. Donc, celui qui, de la République du Congo ou de l'extérieur, veut mettre en place une plantation, signe un partenariat avec le PRONAR et le PRONAR met en ce moment-là des moyens pour l'aider à réaliser son projet de plantation tel qu'il soit. L'un des grands piliers de la démarche vers le développement durable, c'est le processus RED+, qui prend en compte 5 grands programmes. Le programme lié à la lutte contre la déforestation non autorisée, qu'on appelle la déforestation illégale, la dégradation forestière non autorisée, qu'on appelle la dégradation forestière illégale. Ça prend aussi en compte la gestion forestière durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone par le reboisement, la forestation. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. La République du Congo l'a en tout cas bien compris en ce qui concerne le développement durable.
Cette multitude de services et programmes l'attestent à suffisance. À présent, nous annonçons. 1997-2013, 16 ans depuis que Feu Laurent Désiré Kabila et les soldats de l'AFDEL avaient fait une entrée triomphale à Kinshasa après avoir arraché quelques provinces phares de la RDC à 3 jours du 17 mai. Patrick Borel-Moukendi nous rafraîchit la mémoire en nous rappelant les faits. Il y a 16 ans, le peuple congolais se souvient le 17 mai 1997, le troupe des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL, conduite par Laurent Désiré Kabila, entrée à Kinshasa. Mobutu Sese Seko et toute sa suite avaient laissé le pouvoir dans la rue, fatigués de l'intérieur par une opposition radicale au système et surtout par la force de frappe des Kadogo des Mouzé. Miné par la maladie, le maréchal du Zaïre ne s'était pas permis de contrer la fougue des Kadogo. Aujourd'hui, 16 années après, le Rwanda et l'AFDEL ont-ils vraiment abandonné Kinshasa? Qu'est-ce qui a changé déjà? Parlons justice dans ce journal. Au tribunal de paix de Ngaliema, ce mardi 14 mai 2013, l'affaire qui oppose le pasteur Mukuna au pasteur Onésime Kassongo a été inscrite à l'ordre du jour. Eh bien, le tribunal a décidé de surseoir cette affaire, mais la partie accusée, c'est-à-dire le pasteur Onésime Kassongo, a décidé d'aller en appel au tribunal de grande instance. Sylvie Fortuné-Mboula y reviendra demain avec images et commentaires. Fin de ce journal, merci aux deux capitales les plus proches de nous avoir suivis, Kinshasa et Brazzaville. L'information continue sur www.antenneatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez à Naples, en Italie. Toutes nos excuses pour le désagrément constaté tout au long de ce journal. Ça a été un réel plaisir de vous le présenter. Merci.